va parler, Philippe, de salariés dont on parle trop peu, ce million, puisqu'ils sont presque 1 million de travailleurs en situation de handicap et de tous les autres qui ne parviennent pas forcément à trouver un job. On va demander à Sophie Cluzel et Malika Boucheïwa de venir nous rejoindre, mais d'abord un autre témoignage, une autre vidéo. Oui, le témoignage de Céline Butin, qui souffre d'un handicap dit invisible, mais pas imaginaire. Je suis une professionnelle de la communication marketing. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans en agence de communication d'abord, et puis pour des entreprises et institutions comme directrice de la communication. Et puis en 2019, j'ai fait un bilan de compétences. L'objectif, c'était déterminer quel projet professionnel pouvait être à la fois épanouissant pour moi et compatible avec mon handicap invisible. Beaucoup de personnes ne savent pas en fait que 80% des handicaps sont invisibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de fauteuil roulant, on n'a pas de canne blanche, mais quand on nous croise dans la rue ou au bureau, on a l'impression qu'on est entre guillemets normal. Simplement, on a ce handicap qui nous pose problème dans la vie de tous les jours. Une campagne médiatique avait eu lieu l'an dernier qui disait «Mon handicap est invisible, pas imaginaire». Parce que malheureusement, un certain nombre de nos concitoyens ont tendance à faire l'amalgame. Et donc, je peux vous témoigner que c'est pas facile d'en parler d'un handicap invisible, que ce soit avec ses collègues, sa hiérarchie, voire sa famille. Pas toujours évident. Mais c'est important de le faire, moi voilà, je l'ai fait aussi, mon coming out professionnel pour en fait, trouver des solutions qui existent pour mieux vivre, mieux travailler en entreprise ou comme indépendant. J'ai voulu rebondir, voilà, quand j'ai fait ce constat. Mon handicap, notamment les conséquences neurologiques et respiratoires, rendaient de plus en plus difficile pour moi le travail au sein d'une structure. Alors que faire? Eh bien, au terme de ce bilan de compétences, ma coach et mon réseau professionnel m'ont encouragée à prendre la décision de créer ma société de conseil en communication marketing. Je me suis rapprochée de l'AGFIP et de Cap Emploi, 2 organismes d'accompagnement professionnel des personnes en situation de handicap. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est d'être accueillie par des consultants qui savent parler aux personnes en situation de handicap, qui savent leur faire confiance et je dirais même plus, qui savent leur donner confiance. Ma conseillère m'a expliqué comment négocier ma rupture conventionnelle, bien préparer mon projet et demander une subvention à GFIP pour le concrétiser de la façon la plus adéquate, voilà, dans de bonnes conditions. Et j'ai sauté le pas il y a tout juste 1 an. En fait, j'ai donc créé cette société de conseil en communication marketing. Cette expérience m'a appris 3 choses. Tout d'abord, le handicap, c'est une richesse qui nous rend plus forts, plus créatifs. Ça nous amène à mobiliser davantage notre intelligence adaptative, à être plus résilients. Et deuxièmement, le soutien de nos proches et de notre réseau professionnel, il est essentiel. Troisième point, je dirais que l'accompagnement professionnel que nous apporte Cap Emploi et la GFIP, il est déterminant pour oser se lancer comme travailleur indépendant handicapé et réussir son projet. Consacrer une séquence aux personnes en situation de handicap. Très content également de vous accueillir. Sophie Cluzel, bonjour. Bonjour. Ou bonsoir plutôt. Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Très content évidemment de vous accueillir. Malika Boucheïwa, présidente donc de l'AGFIP, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Vous êtes également membre du MEDEF. Et puis merci d'être partenaire de ces soirées. C'est mon boulot. Alors la question qui se pose évidemment en ce moment, c'est est-ce que cette crise sanitaire peut être une opportunité finalement pour les personnes handicapées, notamment avec le développement du télétravail. On a beaucoup parlé de la montée du numérique, la digitalisation des entreprises, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, les personnes handicapées sont les premières victimes de la crise? Sophie Cluzel. Alors, je vais vous répondre qu'on fait tout pour qu'elles ne soient pas les premières victimes de la crise, ça c'est indéniable, en unissant toutes nos forces, justement, avec la GFIP, mais aussi avec tous les services du gouvernement, les services de l'emploi. Nous avons mis 100 millions pour le plan de relance, justement, avec des aides à l'emploi directes
à l'embauche, 4 000 € pour tout CDD de plus de 3 mois ou CDI, que nous avons prolongé jusqu'à fin juin, et ça c'est un message que je lance aux entreprises, quel que soit l'âge de la personne en situation de handicap. C'est la mesure jeune sur laquelle on a enlevé la limite d'âge. Pareil pour l'apprentissage. On fait feu de tout bois en mettant 8 000 € d'accompagnement sur le contrat d'apprentissage, aussi quel que soit l'âge. On travaille sur le job coaching, l'emploi accompagné. On a remis 15 millions justement pour l'accès à l'emploi, mais le maintien dans l'emploi, c'est important en ces temps de crise. Donc, et puis sur l'opportunité de la crise et sur le télétravail, il faut que ce télétravail soit bien choisi, accompagné, adapté si la personne en a besoin à domicile. Et là, je voudrais souligner la réactivité de la GFIP et du FIP pour les fonctionnaires, parce que lors du confinement, justement, on a mis vraiment le paquet pour que les personnes en situation de handicap se retrouvent dans des bonnes situations de travail, en télétravail, qui étaient brusquement subies par tous, pour tous. Et là, on a travaillé justement sur les adaptations à domicile pour permettre cette prolongation et cette mise je dirais, en qualité optimale pour les personnes en situation de handicap. Et puis j'ai mobilisé les entreprises qui avaient signé le manifeste d'inclusion. Je vous rappelle, il y a en décembre 2019, plus de 140 entreprises qui se sont engagées sur 10 engagements très précis, que j'ai mobilisés en permanence pendant la crise pour leur rappeler les engagements. Et puis aussi, bien sûr, le dialogue social, puisque j'ai fait très largement la mobilisation des organisations syndicales et patronales pour mobiliser dans le dialogue social le maintien dans l'emploi, si important en ces temps de crise. Donc nous avons fait feu de tout bois. Mais j'ai une inquiétude en vous écoutant, Sophie Cluzel. Vous dites que vous avez fait feu de tout bois. Pourquoi? Parce qu'il y avait le feu dans la maison. Il y avait vraiment une crise particulière qui a frappé plus que les autres, les personnes en situation de handicap. Non, nous avons fait feu de tout bois pour toutes les personnes, handicapées ou non. Nous sommes aux côtés des entreprises, nous sommes aux côtés des salariés, qu'ils soient handicapés ou pas, mais nous avons voulu accompagner encore plus les personnes en situation de handicap si elles avaient besoin d'être accompagnées. Donc vraiment, ce mode d'accompagnement, il a été plein à entrée. On a prorogé tous les droits des personnes handicapées pour pas qu'il y ait des ruptures de droits. On s'est mis en mode accompagnement, mais pour tous les publics, y compris les personnes handicapées, avec peut-être en effet un appui plus particulier pour celles qui avaient besoin d'accompagner, celles qui avaient peut-être des pertes d'acquis parce que certaines rééducations étaient arrêtées pendant le confinement, avaient une répercussion plus importante. Mais voilà, sur l'emploi, nous ne devons pas, ça ne doit pas être la variable d'ajustement. Ça, c'est évident sur la crise économique. Et nous avons été aussi aux côtés de l'outil industriel des personnes handicapées à travers les ESAT et les entreprises adaptées, puisque l'État a mis 185 millions pendant tous les 6 mois de confinement et de sortie du confinement pour que l'outil ne soit pas du tout abîmé et pour qu'il n'y ait pas aucune perte de ressources pour les personnes qui travaillent en ESAT. Et pareil pour les entreprises adaptées, qui sont de l'emploi ordinaire, mais qui ont eu droit à l'activité partielle. Mais les aides au poste, entre guillemets, qui n'avaient pas été consommées, ont fait l'objet d'un fonds spécial. Le fonds spécial, justement, pour la réindustrialisation, s'il y avait besoin, est redémarré. Et le secteur du handicap a eu une très forte résilience. Je vous rappelle que ce sont les premiers qui ont fait un consortium, justement avec l'économie solidaire, pour fabriquer les masques. Ils se sont reconvertis. Ils ont une capacité de rebond extrêmement importante et nous les accompagnons justement avec ce fonds spécifique. Malika Boucher-Ouya, à cette question, est-ce que la crise sanitaire est un obstacle supplémentaire à l'emploi des personnes handicapées ou est-ce que ça peut constituer une opportunité, une possibilité de rebond? Les deux à la fois. Les personnes en situation de handicap, Madame la Ministre vient de le souligner, et sont touchées au même titre que les autres. Et donc, ce qu'on a souhaité faire avec l'État, avec nos mesures, que ce soit au sein du FIP ou à la GFIP, c'est doter les personnes et les entreprises des solutions, des alternatives qui permettent de maintenir et d'insérer les personnes en situation de handicap. Il fallait être réactif et donc il fallait agir vite, justement pour ne pas justement rompre le parcours pour assurer ce maintien. Et dans ce cadre-là, c'est vrai qu'il y a des mesures phares telles que le télétravail, mais le télétravail était aussi une question pour les personnes entre guillemets ordinaires. Donc on a souhaité donner des réponses précises, adaptées aux personnes en situation de handicap pour justement les doter de se maintenir et d'être en capacité de poursuivre l'emploi. Et le télétravail n'est pas une réponse que pour les personnes en situation de handicap. Et ça, il ne faut pas faire le raccourci. Le télétravail est aussi une réponse pour l'ensemble donc, des populations, y compris pour les personnes en situation de handicap. Donc, non, mais on se disait que peut-être le télétravail allait rétablir un petit peu un équilibre dans une situation. Tout le monde en télétravail, tout le monde travaillant depuis chez soi. Les personnes qui ont des difficultés à se déplacer se trouvaient peut-être un peu moins handicapées. Mais justement, 80% de l'handicap, il est invisible. Ce n'est pas une question de mobilité. Donc c'est intéressant votre question. Donc il faut dépasser cela. Donc les personnes qui sont en recherche en emploi n'ont pas forcément des difficultés de déplacement.
la difficulté de placement, on a des solutions. Donc, c'est ça qu'on essaye de dire. Donc, et c'est pour ça que le télétravail, j'insiste, ce n'est pas une réponse pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est une alternative comme d'autres. Et ce qu'on a essayé de faire avec l'État, c'est d'être réactif pour donner toutes les solutions en main pour accompagner les personnes et les entreprises pour maintenir et insérer les personnes en situation de handicap. Mais votre remarque est intéressante parce que dans l'esprit du français, handicap égale ou fauteuil roulant ou canne blanche. Absolument. 80% des handicaps sont invisibles. Le handicap psychique est totalement invisible et c'est un handicap les plus complexes pour un employeur parce qu'il peut y avoir des variabilités d'interaction et donc forcément de présence au travail ou de même d'activité au travail. C'est pour ça que nous mettons le job coaching, l'emploi accompagné. C'est gratuit pour les entreprises. C'est une prestation qui est remplie par des experts du handicap pour que l'employeur se retrouve dans sa tâche d'employeur et non pas à devoir mettre les adaptations, les compensations nécessaires et suffisantes pour mettre la personne handicapée Le job psychique au coaching, travail. c'est pour l'employeur. Hein. C'est pour la personne et l'employeur. Ouais. C'est le job coaching qui accompagne aussi bien la personne et le collectif de travail pour faire comprendre comment la personne fonctionne, pour mettre les adaptations, pour expliquer aux collègues de travail que parfois, je vous parle du handicap psychique, hein, que parfois les interactions peuvent être compliquées, pour tout simplement sensibiliser l'ensemble. Et puis, ça peut être très, très, je dirais, intense au début, ça peut s'éloigner, mais ça peut surtout être réactivé si la personne en a besoin. Donc, c'est vraiment une ressource gratuite pour l'entreprise et pour la personne dans l'accompagnement à l'emploi et dans le maintien à l'emploi. On a vu tout à l'heure notre témoin créer son entreprise grâce, elle l'a dit, au soutien de la GFIP et de Cap Emploi. C'est une solution que vous encouragez, que vous préconisez pour beaucoup de personnes touchées par un handicap? C'est une solution parmi d'autres. Donc nous, effectivement, on encourage surtout l'emploi direct au sein des entreprises. Et donc l'insertion de l'handicap au sein de l'entreprise, c'est l'affaire du collectif, bien sûr, c'est l'affaire des collègues, c'est l'affaire du manager, c'est l'affaire de la politique, de la direction. Donc tous collectifs, tous mobilisés. Et c'est pour ça que la mobilisation du monde économique est essentielle, que ce soit dans le secteur protégé ou dans le milieu ordinaire. Donc c'est le collectif du travail qu'il faut qu'on sensibilise sur la thématique. Et au-delà de ça, effectivement, il y a aussi une alternative comme d'autres, c'est la création de sa propre entreprise où effectivement nous avons le témoignage pour cette personne, effectivement, c'est la réponse. Mais il y a aussi d'autres réponses d'insertion des personnes au sein des entreprises avec un collectif. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il faut surtout le mobiliser et l'encourager. Sophie Cluzel, c'est une réponse parmi d'autres, une réponse formidable. Hein. Cette jeune femme, elle est exemplaire. Peut-être qu'évidemment, tout le monde n'a pas cette compétence-là, mais enfin, cette idée de pouvoir aussi créer son entreprise, c'est quelque chose de formidable que vous encouragez. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a déjà tout un réseau énorme d'entrepreneurs en situation de handicap qui ont une vraie richesse et une compétence. Mais ce qu'elle a dit était très, très intéressant. C'est que elle a dit, j'ai fait mon coming out dans mon entreprise sur mon handicap. Et ça, j'encourage les personnes. Pourquoi? Parce qu'à force de cacher son handicap, on compense. Et si on compense, on risque des burn-out. Donc ces handicaps invisibles, qui sont les troubles de fonction cognitive, qui sont des troubles parfois qui sont complexes, il faut pouvoir tout simplement en parler. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cachent encore leur handicap, parce qu'elles ont peur qu'elles soient victimes après des intérêts de la part de son employeur et donc du placard. On n'a pas peur de le dire. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer cette attitude positive et de confiance. Déclarez-vous en situation de handicap, certes, handicapé. Et alors, on va mettre en place ces adaptations pour vous aider justement à être le plus performant dans votre environnement. C'est ça, la société inclusive. C'est que l'environnement s'adapte aux différences des personnes. Et donc, c'est en se déclarant en situation de handicap qu'on peut, à ce moment-là, être beaucoup plus performant. Je vais vous donner un exemple. La BPE, Jean-Marc Ribes, un patron, Bac+5 en général en moyenne dans sa boîte. Il a dit, maintenant, je vais en faire un vrai objet de politique sociale. On a signé une convention, il s'est engagé, un recrutement sur 2 sera en situation de handicap. Comment je fais pour mon sourcing? La grosse question que toutes les entreprises nous placent. Il a embauché une personne, Dorine Bourneton, pour ne pas la nommer, elle-même paraplégique, championne de voltige, une femme qui a un bagage formidable d'expérience de la vie, qui a un réseau extraordinaire de personnes en situation de handicap compétentes. Son sourcing, il l'a fait comme ça. Et en 6 mois, de 2%, il est passé à 6% de personnes en situation de handicap. Il a recruté ces 18 personnes, dont 9 en situation de handicap. Donc quand un patron, quand une entreprise décide d'avoir une politique RH inclusive, eh bien, il faut lui donner les clés pour réussir.
Et les clés, c'est le sourcing, c'est l'accompagnement, c'est trouver la porte d'entrée immédiatement et mettre après en adéquation les compétences qu'ils recherchent. Eh bien, merci à toutes les deux.